Philippe Moati, économiste et cofondateur de l'Obsoco, Observatoire... Société et consommation. Société et communication. Non, et consommation. Et consommation. La communication, c'est nous. Voilà, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire maintenant, Philippe. Philippe qui a écrit une tribune, ça devait être dans les Échos, je crois. Dans Le Monde. Dans Le Monde. Le Monde, en lettres gothiques. Autour de l'affaire Carrefour. Vous allez dire, quoi, encore l'affaire Carrefour? Oui, les amis, puis c'est peut-être pas la dernière fois même qu'on en parlera de l'affaire Carrefour, parce qu'elle me passionne, l'affaire Carrefour. Et Philippe Moati, donc, qui évidemment connaît très très bien l'univers du retail, l'univers de la grande distribution, etc. et tout, commence par être très très gentil avec le ministre de l'économie. Je me suis demandé, quand j'ai lu ça, Philippe, si vous le pensiez sincèrement. Vous dites, soit c'est un calcul politicien, voilà, hein, d'interdire aux Canadiens Couche-Tard de racheter Carrefour, soit un sursaut stratégique de la part de Bercy pour être présent dans l'économie des plateformes. Ouais. Je ne sais pas si Bruno Le Maire, il a lu cette phrase, j'espère, mais à mon avis, elle est encadrée au-dessus de son lit, tu vois. Il y a un mec quelque part qui pense que Bercy peut faire un sursaut pour être présent dans l'économie des plateformes. Il y a un tout petit peu d'ironie, hein, ça n'a sans doute pas échappé aux lecteurs, mais effectivement, on peut espérer qu'il y ait une prise de conscience à l'échelle du gouvernement de l'enjeu qu'il y a à faire émerger des champions dans la... Alors vas-y, parce que moi j'ai défoncé cette décision. Toi, tu sembles finalement y trouver un certain mérite, donc je veux t'écouter. Voilà. D'abord, effectivement, ça va dans le sens du poil de l'opinion. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face, et je pense même que c'est la principale motivation. Là, on a beaucoup parlé du monde d'après la pandémie. Nous, on fait des enquêtes au fil de l'eau. Hein. Depuis le premier jour du confinement, on n'arrête pas de sonder les Français en qualitatif, en quantitatif. Et en fait, cette crise a accéléré certaines choses, consolidé d'autres, mais elle n'a rien fait d'émerger de complètement nouveau. Ce qui a vraiment percé, qui était déjà là, mais qui s'est intensifié, c'est un souci souverainiste, identitaire, quoi. En quelque sorte, une logique de fermeture, de repli sur soi, à toutes les échelles. On a vu le terme de souveraineté, de réindustrialisation, de relocalisation pointé en tête du débat public. Et les Français sont très, très chatouilleux actuellement sur cette question-là. Tout à fait. Donc on imagine mal Carrefour, quand même, bleu-blanc-rouge. Hein, et premier employeur de France. Premier employeur de France. Et c'est pas n'importe lequel, c'est celui avec lequel on a un contact quotidien, qui est partout dans nos villes, quoi. On n'a pas ce rapport avec beaucoup d'entreprises du CAC 40. Hein. Et donc, les voir partir pris par un capital étranger, je peux comprendre que dans le contexte actuel, ça passait pas, quoi. Juste alors, pour aller sur ce chapitre-là, puis ensuite on ira sur celui des plateformes. Alors, tu cites un chiffre qui doit être d'ailleurs d'une des enquêtes de l'Obsoco. 72% des Français pensent que la France gagnerait à nationaliser. Et tu fais une parenthèse, c'est-à-dire qu'en faisant le sondage, vous expliquiez bien le sens mal entendu. Voilà. Donc, nationaliser, rendre public une partie des entreprises dont la production est essentielle au bon fonctionnement du pays. 72%. Alors évidemment, Philippe, j'y crois. Je te le dis très franchement, je n'y crois pas. Oui, il faut situer ça dans le contexte. Un sondage, les gens n'ont pas une demi-heure pour réfléchir à la réponse. C'est un peu épidermique, mais quand même. Ah, mais c'est énorme. Mais quand même. Ouais. Donc quand on parle de souverainisme, il y a effectivement un terreau actuellement très puissant. Sur ce 72%, tu as tous les tampons, tous les parchemins. 72%, c'est un vrai sondage. Il est fait. Absolument. Mais de manière générale, le souci de repli géographique. En fait, il réunit des extrêmes. On va évidemment trouver des identitaires, assez à droite sur l'échiquier politique, hein, qui voient l'étranger comme une menace, hein, un péril dont il faut se protéger, que ce soit sur le plan économique ou culturel. Et de l'autre côté, vous avez les écolos, ceux qui sont très sensibles à la question de la crise écologique et qui voient dans les excès de la mondialisation et une activité productive qui est éclatée aux quatre bouts de la planète, là, l'une des racines du mal. Donc, en fait, ça vous donne un socle de population extrêmement large qui attend une forme de relocalisation de l'économie. Voilà. Et de retrouver la maîtrise de notre économie par rapport à une mondialisation qui nous en a fait perdre cette maîtrise, incontestablement. J'écrivais parce que je me suis permis d'en faire un tweet de ton chiffre tellement il m'a saisi, Philippe, et je disais, les amis, enfin si vous êtes dans l'environnement Bismarck, qui est le nôtre, qui est plutôt effectivement international, ouvert, libéral, je crois qu'il va falloir éteindre la télé si on veut survivre à la campagne. Vous ne vivez pas dans le même monde, non, mais c'est très clair. Il va falloir éteindre la télé si on veut survivre à la campagne présidentielle, non, Philippe? Peut-être, mais je crois que ça... Parce que 72%, ça veut dire que
tous les acteurs politiques vont aller sur le terrain de la défense bien entendu. Du nationalisme. C'est quasiment le seul point qui peut réunir un socle solide, et encore une fois, qui va draguer un peu de tous les côtés, quoi. Ça a déjà commencé, vous avez vu remonter la figure de Arnaud Montebourg, qui était un peu le champion de la démondialisation. Ça peut menacer Emmanuel... Enfin, pardon d'aller sur ce terrain-là, mais ça peut menacer Emmanuel Macron, ça, quand même, parce qu'il est plutôt l'image... Oui, Emmanuel Macron, c'était la mondialisation heureuse, c'était la Startup Nation. Exactement. Nous avons réalisé l'année dernière une étude sur les utopies. À quelle société idéale les Français rêvent-ils? Et on avait testé 3 grands modèles de société, dont, en gros, la Startup Nation, quoi, l'utopie californienne, quoi, hein, on avait appelé ça l'utopie technolibérale. C'est celle dont les Français veulent le moins, alors que massivement, majoritairement, ils adhéraient à une société écologique. Et oui, donc il y a un petit décalage entre... L'utopie technolibérale, ça nous plaît bien, nous. Oui, non, mais ça va, nous on sait qu'on restera une niche. Non, mais ça veut dire que, sérieusement, politiquement, il va falloir qu'Emmanuel Macron gomme cet aspect de son personnage. Absolument. Il a commencé à le faire. Tranquillement, mais il va falloir en rajouter une petite cuillerée, disons. Bon, et l'autre point que tu mettais en avant, c'était le changement, et ça aussi ça m'intéresse beaucoup d'en discuter avec toi, le changement d'image des grandes surfaces dans l'opinion au regard de tout ce qu'on vient de traverser. Enfin, oui et non, en réalité. Alors vas-y là-dessus, ça m'intéresse. Ça fait des années que je sonde l'opinion sur l'image de la grande distribution, et on est confronté à une sorte de paradoxe. C'est-à-dire que quand on interroge les Français sur leur confiance dans la grande distribution, dans les enseignes de la grande distribution, en restant là, dans la formulation, c'est une défiance massive qui est exprimée. De même d'ailleurs que pour les industriels de l'agroalimentaire. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot confiance ? Confiance en général, voilà. Oui, confiance, selon les sciences sociales, on considère que le terreau de la confiance, c'est la reconnaissance dans l'autre de la compétence, de l'intégrité et de la bienveillance. Voilà. Il m'est arrivé de faire une étude approfondie sur ces 3 points concernant la grande distribution. Compétence, oui, on leur fait crédit, ils sont compétents dans leur métier. Par contre, intégrité et bienveillance, non. Non, voilà. Donc ça, c'est chronique, ça fait très longtemps que ça dure, si vous voulez. Pendant la crise sanitaire, on l'a mesuré à plusieurs reprises, juste après le début du premier confinement, il y a eu une poussée de confiance, parce que c'était quasiment notre seul lien avec le monde réel, hein, et on a compris à quel point c'était important. Et ils ont assuré, incontestablement. Puis très vite, on est revenu à la normale, quoi. Et donc, on a, par rapport à la question de la confiance, un clivage, mais qui ramène à la discussion de tout à l'heure, hein, entre une défiance énorme entre tous les gros acteurs, ce qu'on pourrait appeler les élites, quoi. Et dans le monde de l'économie, c'est les grandes entreprises, c'est les géants du numérique, ce sont les banquiers, les assureurs, les enseignes de la grande distribution, les grandes marques de l'agroalimentaire, tout ça, c'est massivement de la défiance que ça suscite. Alors qu'en haut du palmarès, suscite de la confiance l'artisan, le petit commerçant, la petite entreprise, le paysan, etc. Et ça se renforce. Ça, c'est la sympathie pour les petits, la confiance dans les petits, c'est renforcé pendant la crise sanitaire. Et ça va avec le local. On retrouve cette logique de repli sur soi et de défiance à l'égard d'un système, en réalité. Ça exprime ça. On n'a plus confiance dans un système dont on a le sentiment qu'il ne roule pas pour le bien commun. Et même qui nous rend victimes de la marche du monde, quoi. Et donc, si on a de la sympathie pour le petit, c'est non seulement parce qu'il est incarné par de l'humain, alors que le grand, c'est une institution. Donc, on se reconnaît en lui, mais on reconnaît en lui une victime, lui aussi, du système. Et ça crée un lien d'empathie. Donc, il y a quand même un terreau très inquiétant dans l'esprit français actuellement. Même quand les gars se sont mis en 4 pour qu'il y ait du fromage râpé dans les rayons, quoi. Oui, mais on a plutôt reconnu le rôle du personnel, des caissiers et des caissières, bien plus que celui des premiers patrons. Corvées. Formidable trouvaille. Mais non, mais en même temps, c'était quoi tes 3 éléments? La compétence, l'intégrité, la bienveillance. Et la bienveillance. En fait, ça colle. C'est-à-dire que comme ils sont compétents, oui, ils vont pouvoir se mettre en 4, et derrière, ils vont s'en foutre plein les fouilles parce qu'ils sont ni intègres ni bienveillants. Absolument. On a même noté dans nos enquêtes qualitatives que ça créait, aux yeux du public, une sorte de dette. La grande distribution a profité quelque part de la crise. Effectivement, ses chiffres d'affaires ont été boostés, incontestablement. Incontestablement. Et donc, elle est en dette à l'égard de son personnel d'abord. Ça, ils en sont conscients, Philippe. Ouais, je sais, mais il y a un décalage entre ce que font les acteurs et la perception qu'en a le public. Et là, le fossé est très grand. Ils en sont conscients, mais vu effectivement... À l'arrivée, tu n'as quand même que 2% de marge. Je sais bien. À l'arrivée. Ce qui n'est pas du tout la perception, effectivement, du public. Donc, on a déjà testé ça dans une enquête. Vas-y. La question était formulée de la manière suivante. D'après vous, sur un caddie d'une valeur de 100 €, une fois que la grande surface a tout payé, et on énonçait ses fournisseurs, son personnel, ses frais d'électricité, ses loyers, etc., combien reste-t-il de bénéfices nets ? Donc effectivement, la bonne réponse, c'est 2 à 3 €, donc 2 à 3% de taux de marge net. La réponse moyenne qu'on obtient, c'est 32%. 32 €. Voilà. Donc évidemment, et après on pose la question de savoir si les marges de la grande distribution sont justes à faire. Ah non, elles ne sont pas justes, évidemment. Tout à fait.
Non, c'est super intéressant parce que, alors, ça pour le coup, je ne sais pas s'ils en ont conscience. C'est-à-dire, beaucoup d'entre eux se disent, et alors peut-être un mot sur l'industrie agroalimentaire aussi, se disent, on a un levier, là, on a une chance historique pour essayer de se réconcilier avec la population, etc. et tout. Je t'entends et je dis, les mecs, n'y pensez même pas, quoi. Oui, alors, et l'industrie agroalimentaire. Je voudrais juste nuancer un tout petit peu cette défense à l'égard de la grande distribution, parce que quand on resserre un peu la focale et qu'on ne parle pas de la grande distribution, qu'on parle par exemple de Carrefour ou d'Intermarché, c'est mieux. Ah, ouais. Et quand on parle de son magasin Carrefour ou de son magasin Intermarché ou Leclerc, hein, bah c'est encore mieux. Et on bascule plutôt dans la confiance. Là. Et est-ce qu'il y a entre justement les indépendants, mais les gens ne le savent pas ça, entre les Intermarché, Leclerc, Système U et Carrefour Auchan? Non. Après, ça reflète l'image qu'on a de la compétitivité de l'enseigne. Ouais. Et à ce moment, il y a un petit bonus pour les indépendants par rapport aux intégrés, mais ça ne résulte pas de la gouvernance. Et dernier point, j'en profite, pardon Philippe, mais quand on marie les deux là, parce qu'à un moment, c'est vrai que dans le débat sur Couche-Tard, on va revenir sur Couche-Tard, on s'est dit, non mais Bruno Le Maire il est gentil, mais Lidl, il a fait le job, ils sont allemands, exactement. Ils ont fait le job. Est-ce que là, les Français font une différence? Pas du tout. Aucune. Pas du tout. Non mais pas du tout. Non, mais c'est compliqué. Avoue que c'est compliqué quand même de gérer l'ensemble de ces histoires-là. Prendre des décisions politiques en ce moment. On est démocrate. C'est ça. On est patriotique, on est souverainiste, mais on va faire les courses chez Lidl, quoi. Ouais, absolument. C'est l'enseigne qui progresse le plus depuis plusieurs années. Bon alors, revenons derrière sur ce que tu appelles l'économie des plateformes. C'est-à-dire que l'essentiel de ton point de vue, c'est de dire la grande distribution, elle est à la rue. La grande distribution française, elle est encore aujourd'hui à la rue. Dis-moi pourquoi, Philippe. Parce qu'elle a raté en gros le virage du numérique. Alors la messe est dite dans le non alimentaire, à part quelques marques très fortes, et d'ailleurs je mets dans le même bain les marques industrielles et les enseignes de distribution, à part quelques-unes qui sont très très fortes et qui ont réussi à capter du public sur Internet en complément de ce qu'ils font en magasin, la plupart aujourd'hui n'occupent qu'une position tout à fait marginale. Internet est dominé par Amazon, voilà, alors, dans le non alimentaire. Dans le non alimentaire. Pour l'instant, dans le non alimentaire. L'alimentaire est resté en friche pendant des années. Il y a eu un petit emballement au moment de la nouvelle économie. Et puis très vite, moi qui connais bien ce milieu, on disait non, c'est bien pour les livres parce que ça rentre dans la boîte aux lettres et que c'est complètement formaté. C'est éventuellement bien pour tel type de produit, les produits techniques. Mais voyez, l'habillement, par exemple, non jamais parce qu'il faut essayer, etc. Puis alors, l'alimentaire, vous n'imaginez pas les problèmes logistiques que ça pose, le dernier kilomètre, le contrôle des températures. Donc ça ne marchera jamais. Ça sera trop cher. Ça sera réservé à une élite parisienne, etc. Et donc, ils ont tous ouvert leur site à ce moment-là, parce qu'il fallait, pour la bourse, montrer qu'on était dans la nouvelle économie. Mais en fait, pendant 20 ans, il n'a quasiment rien fait. Je mets de côté le drive. Le drive oui, moi, j'allais venir sur le drive, oui. Philippe. Mais c'est un hybride. Culturellement, le drive, c'est facile pour eux. Il y a une dimension physique. Alors évidemment, il faut passer la commande en numérique, mais c'est physique. C'est souvent attaché à un magasin, etc. Bon, ça ne transforme pas le flux logistique, ça c'est sûr. Exactement. Ce qui est très, très, très important. Et ça ne va pas au bout de la logique, qui est une logique de service, de comprendre quelle est la mission qu'une enseigne de distribution doit avoir à l'égard de ses clients. La grande distribution française, elle est née dans le contexte des 30 Glorieuses, quoi. Donc elle a une logique industrielle. Elle va chercher les produits à la sortie des usines et elle les met dans les meilleures conditions possibles à disposition des consommateurs localement. Mais c'est une logique descendante, amont, aval. Le capitalisme contemporain, il fonctionne à l'envers. Il part des clients, il essaye de comprendre quels problèmes se posent les clients et on essaye de bâtir des solutions. Et moi, je vous demande, et je leur ai demandé à plusieurs reprises, pensez-vous que la manière dont vous organisez cette activité de retail est la meilleure solution possible au problème qui anime les clients quand ils viennent de vos magasins, qui est de ravitailler la maison? Bien non. Et on voit bien que le e-commerce avec livraison à domicile, c'est déjà une option qui est intéressante par rapport à ça. Et ça, ils l'ont pas développé. Jusqu'au moment où Amazon, aux États-Unis en particulier, commence à traiter le sujet et montre que c'est possible. Tout simplement. Amazon parce que Walmart. C'est-à-dire, pendant que vous vous félicitez des succès de votre drive, eux, ils inventent une serrure connectée qui fait que le gars, il va mettre les courses dans le réfrigérateur, quand même. Exactement. Le gars de Walmart. C'est-à-dire que Walmart a compris la menace très vite. Premier distributeur du monde, les amis, 500 milliards d'euros de chiffre d'affaires, je crois que c'est ça à peu près. Possiblement dépassé en 2021 par Amazon, ça sera intéressant. Voilà, en tout cas, non, mais juste pour donner une ordre de grandeur, c'est toujours très important. 500 milliards d'euros, l'ensemble Couche-Tard Carrefour aurait fait un peu plus de 100 milliards d'euros à peine. Voilà. Tout petit, c'est tout petit. Oui, à l'échelle du monde, c'est tout petit. Donc Walmart a compris, alors aussi avec un retard à l'allumage,
mais sans doute parce que Amazon était plus proche géographiquement, a compris qu'il y avait une vraie menace là-dessus et a investi mais massivement pour essayer de ne pas se faire marginaliser. Mais il faut voir la disproportion entre les moyens engagés et les résultats. C'est très très modeste, hein, très très modeste. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos grands distributeurs là, ils sont en train pour l'instant de vivre le chant du cygne, c'est-à-dire ils sont en train de vivre sur des acquis qui petit à petit ils ont laissé désagrégés. Ils ont laissé une pieuvre se développer. Alors qui est donc a déjà la mainmise sur le e-commerce non alimentaire et qui continue de progresser. On vient d'avoir les chiffres d'Amazon. Hein. Malgré la dimension actuelle d'Amazon, son chiffre d'affaires a encore progressé 35%. 35% sur une base qui s'était déjà accrue à peu près la même base. C'est complètement dingue. C'est absolument monstrueux. Mais donc des ils moyens ont acheté d'investissement. une chaîne, une grande chaîne qui s'appelle Whole Foods. Voilà. Visiblement, Rodolphe Bonas que je recevais, qui a été voir un petit peu. On sent, pour l'instant, ils n'en ont rien fait. Voilà, il n'y a pas la patte d'Amazon autour de Whole Foods. C'est parce qu'ils ont récupéré quelque chose d'existant. En parallèle, ils sont en train de créer leur réseau d'épicerie. J'ai cru comprendre qu'ils s'apprêtaient à l'étendre beaucoup plus vite en passant à la franchise, une formule de type-là. Tout à fait. Bref, donc, ils vont dans le physique. Voilà, ils y vont. Ils vont dans le physique. Donc l'idée de se dire, bon, à la limite, on a perdu la bataille de l'Internet, mais c'est pas grave, on gagnera la bataille du physique et pendant longtemps, de toute façon, le physique pèsera plus lourd que l'Internet. Je crois que c'est fini, ça. Amazon nous montre que ce qui l'intéresse, c'est de maîtriser les marchés de consommation. Et en réalité, bien plus que les marchés de consommation, mais ce qui nous préoccupe ici, c'est les marchés de consommation, quoi. Et il y a une menace terrible. On a pris du retard. Je pense qu'il est impossible aujourd'hui pour nos distributeurs pris un à un de contrer Amazon dans ce positionnement de généraliste. C'est absolument impossible, c'est trop tard. Le seul sursaut qu'on pourrait avoir, c'est une sorte d'union sacrée de grands distributeurs à l'échelle européenne. Qui réunissent des moyens, mais j'y crois pas d'abord parce que c'est des frères ennemis, oui, c'est ça, que ça sera anticoncurrentiel. Tout ce que tu me dis me fait dire, mais bon Dieu, parce que, alors peut-être que c'est pas à la hauteur, mais enfin ils étaient quand même prêts à mettre 3 milliards par an sur la table, Couche-Tard, justement pour essayer d'avancer dans le plan de modernisation. Oui. Ça aurait été, à mon avis, beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide que cette alliance des grands distributeurs européens. Je n'y crois pas un instant. Je pense qu'il y a la deuxième option qui est possible, et c'est celle-là que je me disais peut-être que c'est ça que le gouvernement a dans l'esprit lorsqu'il met son veto, pour garder Carrefour comme un acteur avec lequel on pourrait compter pour mettre en place une politique, quoi. C'est de bâtir des plateformes locales. On l'a vu pendant la crise sanitaire, pendant le confinement, un tas d'initiatives qui réunissaient quelquefois la grande distribution et des petits commerçants de quartier, quoi, qui se sont montés sur les territoires et qui ont été une sorte de parade, qui ont rencontré un vrai succès, parce que ça rencontre en plus ce désir de local de la part des consommateurs et des citoyens. Donc il y a une opportunité, je pense, mais il faut la saisir très très vite. Ça s'appelle Système U, ce que tu décris. Non, c'est beaucoup plus ambitieux que ça. Je pense qu'il faut une union sacrée de ceux qui ont les compétences requises à haut niveau, parce qu'on a bricolé là pendant le confinement, à haut niveau, c'est-à-dire la Poste, d'autres logisticiens, des spécialistes de la data, du marketing, des boîtes de télécom, des gros acteurs de l'économie française qu'on réunit avec des distributeurs et on réunit des compétences pour être capable d'implanter sur les territoires des plateformes locales qui font de l'alimentaire, du non-alimentaire, des services, de la vie démocratique locale, etc. Voilà, c'est peut-être un rêve, mais c'est un projet qui a une chance d'aboutir, parce que Amazon est trop gros pour attaquer le marché comme ça. Il le fera, hein, mais il ne l'a pas encore fait. Donc on a une chance peut-être d'arriver à tirer notre épingle du jeu. Non. Un peu fumé quand t'as inventé ton truc là, de non, je crois union pas. Sacrée de l'ensemble des gros acteurs. Les grands acteurs ensemble, je crois pas. Dans un monde idéal, là, la Poste, Géodis, machin, etc., qui viendraient. Quand on regarde ce qu'on a fait durant les belles heures des 30 Glorieuses avec le plan, ça correspondait à ça, des grands projets nationaux où l'État fait le rôle de rapprocheur, de marieur, on combine les choses dans un cadre on est au bout, on se reparlera. Ouais. Tu ne peux pas me dire d'un côté, le capitalisme a changé, il part de l'individu pour remonter, et me dire que l'État aujourd'hui peut encore planifier et peut encore avoir... Impulser, favoriser, inciter. Tout va trop vite pour lui, Philippe. C'est possible. C'était passionnant. Philippe Moati, donc l'Obsoco, qui était notre invité sur Bismart.